Chers intervenants, chers publics ici présents dans la salle Alfred Grosser de la maison Heinrich Heine et en distanciel. Bienvenue à la table ronde de ce soir organisée autour de l'ouvrage collectif « La France et la dénazification de l'Allemagne après 1945 ». Le voilà, paru aux éditions Peter Lang en 1919. Cet ouvrage, auquel ont participé certains des intervenants présents ce soir, Madame Marie-Bénédicte Vincent, Monsieur Sébastien Chauffour, et en visio, Madame Corinne de France, traite principalement de la dénazification menée en zone française d'occupation en Allemagne. Il met l'accent sur les points communs, les différences et les interactions avec les pratiques menées dans les trois autres zones. Grâce à de nouvelles sources désormais accessibles, il est possible de saisir au plus près les réalités de l'épuration et les conditions de la transition démocratique après le nazisme. La dénazification décidée à Potsdam en juillet-août 1945 devait sanctionner les nazis et démocratiser la société allemande. En 1945, il y avait 8,5 millions de membres du Parti national-socialiste NSDAP en Allemagne. Je rappelle juste deux termes qui caractérisent cette époque d'après-guerre en Allemagne. Le fameux Persilschein, c'est-à-dire les certificats de blanchiment, souvent de complaisance, et le Fragebogen, le questionnaire. 16 millions de questionnaires, Fragebogen, ont été distribués dans les trois zones d'occupation occidentale. Cet instrument de dénazification a par ailleurs donné le titre d'un livre très lu dans les années 50 d'Ernst von Salomon. Paru en 1951, première traduction en français en 1953 chez Gallimard, avec une préface de Joseph Rovan, le questionnaire apparu comme un livre d'impénitence. L'idée de l'auteur était, je cite, de se servir, je cite d'ailleurs la présentation du livre par la maison d'édition, l'idée de l'auteur était de se servir du canevas du fameux questionnaire élaboré par les Américains pour prendre les anciens nazis dans la nasse infaillible d'innombrables questions pour raconter sa propre vie et dénoncer l'imbécilité des vainqueurs pour montrer et démontrer qu'ils ne valaient pas mieux que les vaincus, pour dénoncer les injustices et les mauvais traitements. Fin de citation. Cette étape du processus de dénazification est aujourd'hui généralement considérée comme un échec. Mais il faut reconnaître que l'ambition de la dénazification était immense. Je cite la 4e de couverture de l'ouvrage collectif. « Sanctionner pénalement les criminels, évaluer la compromission de plus de 8,5 millions d'Allemands membres du NSDAP, mais surtout, essentiel pour l'avenir, réformer et démocratiser la société allemande et réintégrer progressivement la plupart de ceux qui avaient été écartés au lendemain de la guerre. » Fin de citation. Pour évoquer toutes ces questions très complexes de l'Allemagne d'après-guerre, nous sommes heureux d'accueillir ce soir d'éminents experts historiens de cette époque. Je passe la parole tout de suite à Hélène Mire de la Croix, professeure de civilisation et historienne à Sorbonne Université, qui présidera la table ronde et présentera les intervenants. Merci beaucoup, merci pour cet accueil, pour une soirée où vous êtes déjà nombreux et nous espérons avoir beaucoup d'autres personnes qui assistent et qui pourront participer aussi en posant des questions à l'issue de cette table ronde. Alors, nous allons en effet parler d'histoire, mais nous allons parler d'une histoire qui appartient à tout le monde. Elle appartient aux historiens qui font des travaux, comme on le verra, sur la base d'archives. Mais cette histoire, comme l'a évoqué d'ailleurs Christiane Deussen, elle fait partie aussi de
ce que l'on sait ou que l'on croit savoir et des histoires qui circulent sur le passé. Il est donc important de nous pencher sur la base de nouveaux travaux, de travaux récents, sur la réalité de ce que l'on croit savoir de cette occupation française en Allemagne et de l'aspect particulier qui a été la dénazification. Alors on sait que dans les 4 zones d'occupation, donc britannique, américaine, soviétique et française, la politique de dénazification et les pratiques ont été différentes, même si, a priori, l'objectif était le même et qu'on a employé le même mot. Alors, on sait très bien que beaucoup de reproches ont été faits au cours des ans aux occupants français. On entend encore toujours en Allemagne des gens dire qu'il y a eu le rideau de fer de la zone soviétique, mais le rideau de soie de la France qui, sans en avoir l'air, aurait mené une politique extrêmement dure en poursuivant en cela des objectifs nationaux et en particulier assurer sa sécurité. Donc la question de la spécificité de la politique française dans la zone et en particulier de la politique non seulement de rééducation mais de punition, enfin d'épuration, c'est le terme qu'on va employer ici, cette question de la spécificité est au cœur de la question c'était la question centrale d'un colloque qui a été organisé en mars 2018 en coopération de plusieurs institutions, le ministère des Affaires étrangères, dont nous avons ici un représentant, l'Institut historique allemand, dont nous avons un autre représentant, l'École normale supérieure, dont nous avons une représentante telle qu'elle était à l'époque, et puis le LABEX, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, dont Corinne de France est représentante. Et donc ce colloque était centré sur cette question de la dénazification, avec pour objectif plus de centrer donc sur les différents aspects de la dénazification dans son sens de l'épuration. Il a été donc évoqué à l'instant le nombre important de membres du parti nazi. Alors, est-ce qu'être membre du parti nazi était un critère indispensable, suffisant ? C'est une des questions qu'on pourra poser. Et puis, l'autre question qui va avec cela, c'est celle qui avait été un peu soulevée par Eugen Kogon très rapidement après 1945, grand intellectuel, disant il va bien falloir un jour les anciens nazis les réintégrer parce qu'on ne peut pas tous les tuer. Sinon, on s'en débarrasserait de cette façon. Donc, c'est au cœur de cette constellation de questions que se pose celle de l'épuration. Et nous allons donc en parler ce soir en abordant plusieurs aspects et notamment en ayant un petit avant-goût lorsque vous lirez ce livre de sa réalisation dans différents secteurs d'activité. Alors, pour en parler ce soir, nous avons Marie-Bénédicte Vincent, qui est historienne, qui a travaillé de nombreuses années à l'université d'Angers, puis à l'ENS d'Ulm, à l'ENS de Paris, et a été élue au printemps professeure des universités à l'université de Besançon. Je vais juste vous donner quelques petites indications pour que vous ayez le profil de recherche. Marie-Bénédicte Vincent a fait une thèse sur les élites administratives prussiennes dans l'Empire et sous Weimar, et elle a fait une habilitation à diriger les recherches, dont le deuxième grand livre, sur les procédures de réintégration d'anciens nazis dans différentes régions d'Allemagne. Et elle a publié, ou elle est en train de publier, parce que je crois que ça sort la semaine prochaine, un nouveau livre avec un titre comme on a envie de l'écrire, Une nouvelle histoire de l'Allemagne, qui sort chez Perrin. À côté de moi, donc à gauche pour vous, Sébastien Chauffour est conservateur et il est chargé spécifiquement des archives de la récupération artistique dans la zone française d'occupation, Allemagne-Autriche, et donc il est conservateur aux archives diplomatiques, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la direction des archives. Il va bien sûr nous révéler un certain nombre de secrets sur les trésors qui sont cachés dans ces cartons.
avec nous en Zoom, je pense depuis Berlin, Corinne de France, qui est historienne aussi, qui est directrice de recherche au CNRS et rattachée à l'UMR CIRIS, Sorbonne, Identité, Relations internationales et Civilisation de l'Europe, à Paris. Et elle a été aussi membre de ce LABEX, ce laboratoire d'excellence sur l'histoire nouvelle de l'Europe. Alors Corinne de France a fait son doctorat sur l'action culturelle française en Allemagne. Donc elle était exactement sur ce territoire déjà, 1945-1955, et son habilitation à gérer les recherches portait sur un dossier avec plusieurs publications, éducation, culture et politique en Allemagne au XXe siècle. Et donc elle est spécialiste d'histoire franco-allemande, la question de la réconciliation comme processus qui est aussi derrière celle de l'épuration, et puis plus généralement de la société allemande d'après-guerre. Elle a une très longue liste d'ouvrages, peut-être puis-je évoquer ceux qui sont en rapport direct avec notre sujet de ce soir, les alliés occidentaux et les universités allemandes, la politique française, la politique culturelle de la France sur la rive gauche du Rhin, et puis son dernier livre, qui est sorti je crois l'année dernière, sur les jumelages en Europe au XXe siècle, Städtepartnerschaften in Europa im 20. Jahrhundert, avec Tanja Hermann et Pia Nordblom. Jürgen Finger est notre donc quatrième intervenant. Il est historien aussi, directeur du département d'histoire contemporaine à l'Institut historique allemand de Paris. Et son profil de recherche et de publication est l'histoire sociale et l'histoire culturelle de l'économie, si on peut dire les choses ainsi. Et il est spécialiste donc d'histoire économique et d'histoire des entreprises au XXe siècle. Son doctorat l'a porté à travailler sur le nazisme avec un ouvrage intitulé La volonté national-socialiste et la Volksgemeinschaft, écoles et polycratie dans la région du Bade, du Württemberg et en Alsace. Et il travaille actuellement à une habilitation à diriger recherche sur la question une question sur une plus longue durée sur les entreprises au XIXe siècle, c'est cela ? Fin du XIXe siècle ? Fin du XIXe siècle, voilà, en histoire sociale, donc, et puis la question de la moralité, de l'honneur dans le cas des faillites. Et puis, dans sa liste de publications, il y a un livre consacré au Dr Oetker et le national-socialisme, dont il va peut-être un peu nous parler ce soir. Voilà. Je pourrais continuer longtemps à faire des listes de publications, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va plutôt essayer d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc de ce livre, La France et la dénazification de l'Allemagne après 1945. Et j'ai envie de commencer tout de suite à poser la question à Marie-Bénédicte Vincent. D'abord parce que c'est elle qui a rédigé l'introduction, mais parce que je pense qu'elle peut peut-être d'abord un peu clarifier les choses. Parce que ce mot de dénazification, tant Christian Deussen que moi-même avons évoqué des tas d'autres mots. Alors, il s'agit d'extirper le nazisme de tous les domaines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu précisément ce que c'est que la dénazification et comment elle a été traitée? C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Quelles grandes questions cela soulève-t-il? Et puis, l'autre question qui va avec, que je pose en même temps, comme ça vous laisse un peu le temps de répondre, c'est quelle est la spécificité de la dénazification dans la zone française par rapport au moins aux deux autres zones occidentales. On pourrait aussi dire, quand même, il ne faut pas l'oublier, par rapport à la zone d'occupation soviétique, même si la dénazification faisait partie d'un projet de transformation profonde de l'économie et de la société en zone soviétique. Voilà, un petit bouquet de questions. Merci beaucoup pour la présentation. Alors je commence effectivement peut-être par définir. Donc dénazification, c'est un terme qui est en fait polysémique, donc qui recoupe un peu deux grands objectifs. Il y a une épuration et il y a une volonté de réformer tout ça au service
d'un grand but qui est démocratiser l'Allemagne après le nazisme. Donc, quand on va maintenant parler de dénazification, je dirais qu'on va un petit peu restreindre son champ en se concentrant plutôt sur l'aspect épuration, mais il faut garder en tête qu'il y a toujours ce second volet, la réforme ou les réformes à mener, et en fait les deux sont liés, sont associés. Alors, tous les alliés sont d'accord pour dénazifier, mais en fait les pratiques et puis peut-être les accents vont être mis dans des champs différents ou selon même des chronologies différentes. Donc c'est pour ça que la question de la spécificité de la politique française se pose assez vite quand on travaille sur cette question. Donc pour répondre à cette question de la spécificité, je voudrais d'abord dire que souvent, quand on parle de dénazification, on oppose, ce qui est aussi normal, hein, mais on oppose la zone soviétique et les zones occidentales qu'on prend comme un bloc. Alors bien sûr, ça a du sens, surtout qu'on connaît ensuite l'évolution de la situation et l'entrée rapide dans la guerre froide. Mais ce schéma revient un peu à gommer l'autonomie de la France ou la spécificité de la politique française dans sa zone. Alors c'est vrai que la zone française, elle est petite. Il y a 5,8 millions d'habitants, je crois, en 1946. Donc c'est une petite zone qui n'est pas tellement peuplée par rapport aux autres zones occidentales. Mais du coup, ça a un petit peu masqué, je dirais, peut-être les choix ou les tentatives faites par la France pour épurer à sa manière. Voilà, on voit souvent la dénazification à travers un peu le modèle anglo-américain, et c'est vrai quand même que c'est ce modèle-là qui finit à partir d'octobre 1946, et donc surtout à partir de l'application en 1947, qui finit un peu par s'imposer dans les zones occidentales. Mais ça gomme un petit peu la spécificité des pratiques françaises avant, c'est-à-dire les années 1945, 1946, et même en fait encore après. Parce que la fameuse directive 38 donc d'octobre 1946, qui a été prise au niveau du Conseil de contrôle allié à Berlin pour essayer d'homogénéiser les pratiques épuratoires en Allemagne, elle a mis du temps à être vraiment appliquée dans les territoires. Voilà, donc là, poser la question de la spécificité de la politique française en matière d'épuration, c'était essayer de retrouver ce qui caractérisait peut-être cette politique, au moins dans les premières années de l'occupation, par différence avec ce qui se passe dans les autres zones. Et il y a des différences. Donc peut-être que je vais un peu caractériser cette spécificité maintenant. D'abord, la France n'entend pas appliquer un modèle systématique d'épuration. C'est peut-être la première chose qu'on peut dire par différence avec les choix que vont faire les Américains et les Anglais qui sont quand même plus proches du modèle américain que du modèle français en matière d'épuration. Donc il n'y a pas le côté systématique de l'enquête, du questionnaire adressé à toute la population de la zone pour épurer. C'est une première différence, très grande. Les Français vont cibler. Peut-être parce qu'ils ont moins de moyens, peut-être parce qu'ils trouvent que c'est plus juste aussi. Deuxième différence, me semble-t-il, c'est que les Français décident d'associer très vite, et même tout de suite, les Allemands, enfin certains Allemands anti-nazis, à cette épuration. Donc le modèle, je dirais, d'épuration, c'est un modèle très décentralisé, local, où on a des comités d'enquête au niveau de l'arrondissement, du Kreis, la plus petite circonscription administrative en Allemagne. Et ces comités d'enquête sont composés d'Allemands anti-nazis qui mènent une enquête et qui vont proposer ensuite de poursuivre ou non, et des sanctions à un niveau supérieur, et les Français arrivent ensuite. Voilà, à un niveau, à un échelon, je dirais, administratif supérieur. Donc ça, c'est très original comme procédé, et
ça distingue la France des Anglo-Américains. Les Anglo-Américains, on connaît la Spruchkammer, la chambre d'épuration. C'est un modèle complètement différent qui n'est pas appliqué. Qui n'est pas du tout appliqué en zone française au début. Alors, progressivement, les Français vont devoir aussi s'aligner, mais c'est pas tout de suite. Donc ça, c'est quand même une spécificité dans la procédure, le fait d'associer dès le début des anti-nazis. Donc il y a, troisième peut-être spécificité, il y a eu vraiment des sanctions. C'est une épuration qui est sévère au début. Ça a été gommé ensuite, parce qu'il y a beaucoup de sanctions qui ont été annulées ou révisées. Donc ce qui reste dans la mémoire et dans les résultats, c'est une grande clémence, le fait que beaucoup de personnes aient été réhabilitées, tout ça c'est vrai. Mais au départ, il y a une sévérité de l'épuration, peut-être parce qu'elle touche moins de monde au début. Parce que la population ciblée est plus restreinte. Mais il y a une sévérité, on voit ça très bien dans les archives, il y a des gens qui perdent leur travail, qui sont rétrogradés dans leur service, qui perdent leur salaire. Ça ne dure pas toujours longtemps, quelques mois, quelques années, mais ça compte énormément. Dans une Allemagne qui est dévastée en 1945, où perdre un salaire dans une famille, c'est terrible. Voilà. Disons que la recherche actuelle, elle remet un peu la lumière sur ce processus épuratoire qui a donc eu lieu. Voilà. Or, la mémoire retient l'inverse. Il n'y a pas beaucoup d'épuration en zone occidentale. C'est un peu l'idée qu'on a de la dénazification. Et enfin, la dernière spécificité, je ne sais pas si c'est la dernière, mais une forte spécificité, c'est qu'on a une zone française qui est très hétérogène. C'est une zone récente, c'est-à-dire qui a été constituée après les autres, qui est par assemblage de territoires pris sur les zones anglo-américaines. Et donc, c'est une zone où il y a en fait de grandes disparités dans l'application même de la dénazification. C'est pour ça que le niveau de la zone n'est peut-être pas le niveau le plus pertinent quand on cherche à enquêter sur l'histoire de la dénazification. Il faut peut-être redescendre aux régions, futures Länder, pour voir ce qui se passe. Et il y a ici des différences, en fait, réelles, dans la sévérité, dans les modalités d'application. Par exemple, le Württemberg-Hohenzollern, c'est une région où il y a eu une épuration sévère. Voilà. Et on le voit très bien dans les archives. Donc, ça plaide pour faire en fait des études assez proches du terrain, à un niveau assez local, régional. Bon, et après, il faut bien sûr faire une synthèse, mais on ne peut pas juste voir des grandes directives et se dire c'est comme ça que ça se passe. Quand on va dans les archives, on voit que c'est en fait différent selon les régions et les terrains. Voilà, donc là, j'ai un peu caractérisé les points qui sont des résultats, on pourrait dire maintenant de recherche, c'est-à-dire où les chercheurs ont travaillé, ont apporté des éléments de réponse, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'histoire de l'épuration en zone française. On est loin d'avoir un tableau complet de ce qui se passe. D'abord parce que l'épuration, c'est un phénomène très compliqué. Je ne l'ai pas redit, je peux peut-être le dire maintenant. Quand on parle d'épuration, en fait, il faudrait, si on était très rigoureux, préciser si on parle d'une épuration judiciaire, c'est-à-dire d'individus qui sont accusés de crimes de guerre, crimes nationaux-socialistes aussi. Est-ce qu'on parle d'une épuration administrative ? Est-ce qu'on parle d'une épuration professionnelle ? Sachant que les mêmes individus peuvent être épurés, on va dire, plusieurs fois. Donc, selon ces domaines-là, la recherche a inégalement avancé. Il y a des domaines sur l'épuration judiciaire où on sait beaucoup de choses maintenant sur la manière dont les tribunaux militaires et allemands en zone française ont jugé des criminels de guerre. Sur l'épuration administrative, on sait encore plus de choses parce que c'est là qu'on a une masse d'archives. Dans les administrations, elles ont laissé beaucoup d'archives et donc on en sait beaucoup. En revanche, je pense que Corinne de France en parlera. Bon, il y a le domaine de la culture qui a été assez bien investigué, notamment par Corinne de France. Il y a d'autres champs, je pense que Jürgen Firgen en parlera, le champ de l'économie.
on sait quand même beaucoup moins de choses sur l'épuration et ses limites sans doute. Voilà. Donc, je dirais que c'est encore un chantier et que ce chantier demande à être travaillé par des historiens, des jeunes historiennes, des jeunes historiens qui souhaiteraient se lancer et avec cette idée aussi peut-être qu'il ne faut, quand on travaille sur ce sujet, toujours comparer avec ce qui se passe bien sûr à l'intérieur de la zone française, mais avec les autres zones. C'est comme ça maintenant l'intérêt de la recherche, c'est avancer plus dans les comparaisons et affiner ces comparaisons. Moi, je crois que je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup pour cette plus qu'introduction, pour ce tableau qui introduit bien les différents aspects de la question, tout en donnant des premiers résultats de recherche et des indications sur les pistes. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et on les découvre dans les fameux trésors que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc je vais demander à Sébastien Chauffour de nous donner... alors je vous dis tout de suite, dans sa contribution dans cet ouvrage collectif, il y a énormément de détails. Donc toute personne intéressée par un tel travail doit absolument prendre ce texte comme un vademecum d'une certaine façon pour s'y retrouver déjà dans ces archives. Mais j'ai envie de vous demander de nous expliquer un petit peu par quelle conjoncture favorable on a accès à de nouvelles archives, quelles sont ces archives ouvertes. Pouvez-vous un peu nous les décrire et nous expliquer où se trouvent les données sur la dénazification? Parce que c'est chez les jeunes chercheurs, en niveau master, même doctorat, au début, c'est ça qui fait peur. C'est où vais-je chercher, où vais-je trouver? Alors est-ce qu'elles sont dispersées? Est-ce que c'est concentré? Ça ressemble à quoi? Sont des fiches cartonnées? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût, et puis peut-être du volume, ce qu'on appelle le mètre linéaire. Merci de me donner la parole. Alors oui, je m'occupe de deux secteurs en particulier, donc aux affaires étrangères, au Centre des archives diplomatiques de La Courneuve. Il existe deux centres diplomatiques d'archives à Nantes et à La Courneuve. À Nantes, ce sont les archives, ce qu'on appelle rapatriées des postes, c'est-à-dire les archives produites par les postes diplomatiques à l'étranger, donc consulat et ambassade. Et à Paris, ce sont les archives produites par l'administration centrale. Alors ça peut paraître un petit peu curieux, pourquoi les archives des affaires étrangères, pourquoi est-ce que ces archives sur la zone française d'occupation sont aux affaires étrangères et pas aux archives nationales, par exemple, de Pierre Fitt. Alors c'est des questions institutionnelles, parce que au moment de l'occupation française en Allemagne, c'est d'abord une occupation militaire, avec un commandant en chef, qui est le général Koenig, jusqu'en 49, de 45 à 49, et puis après c'est une occupation civile qui prend la suite de cette occupation militaire, donc de 49 à 54-55. Et cette occupation civile, donc elle a à sa tête une administration civile dirigée par un diplomate qui est un des grands ambassadeurs, un des grands diplomates du XXe siècle, particulièrement important pour les rapports franco-allemands, qui était donc André-François Poncet, qui était déjà ambassadeur de France en Allemagne pendant les années 30. Et du fait que cette administration civile était dirigée par un diplomate et sous compétence des affaires étrangères, ces archives de la zone française d'occupation ont ensuite été rapatriées donc de la zone française d'occupation en France. Alors, ces archives, elles représentent un volume vraiment important. C'est presque un dixième de tout ce qui est conservé à La Courneuve. Ça représente 80 000 cartons, donc c'est environ... Alors vous savez que les archivistes, on compte en métrage linéaire, comme si on mettait les cartons les uns à côté des autres, et on calcule la distance que ça fait. Et là, c'est un volume d'environ 8 km linéaires, uniquement pour la zone française d'occupation, Allemagne et Autriche. Sachant que la partie Autriche est une toute petite partie, on est de l'ordre de 600 mètres par rapport à l'intérieur de ces 8 km. Donc vous voyez que l'essentiel est pris par la partie allemande. Sachant qu'il y a également le secteur français de Berlin et le secteur français de Vienne. Alors,
Pour la partie dénazification, ce qui est un petit peu curieux, parce qu'à la fois c'est une des questions essentielles, comme le disait Marie-Bénédicte Vincent, de la présence française en Allemagne, enfin de la présence alliée en Allemagne, mais paradoxalement, ce sont des archives qui sont très abondantes. Il y a énormément d'archives, ça représente un volume très important, mais contrairement à d'autres séries d'archives, je pense notamment aux archives judiciaire, ou par exemple à la série, une des séries importantes aussi, qui est la série PDR. Les PDR, c'est les personnes déplacées réfugiées. Ce sont des archives qui ne sont pas du tout rassemblées sous une seule et même série. C'est-à-dire qu'elles vont être dispersées à plusieurs et cette dispersion, elle va correspondre aux différents échelons administratifs de l'occupation française. Donc vous allez trouver à la fois des archives au niveau de la direction, enfin ce qu'on appelle le commissariat général des affaires allemandes et autrichiennes, qui est la tutelle, si vous voulez, française, mais qui est localisée à Paris, qui fait le lien entre le gouvernement français et le commandant en chef, si vous voulez. Alors, là, du coup, j'avais une petite... si on peut projeter l'image 3, s'il vous plaît. Qui est le cadre de classement, c'est le cadre de classement des archives. Et je voulais simplement vous... je ne sais pas si on pourra le voir. Donc... Alors ça c'est pas mal, oui, excusez-moi, on peut montrer la carte, ça sera une bonne idée. Alors je suis très heureux de vous montrer cette carte, parce que c'est une carte il y a une semaine, je ne la connaissais pas. On l'a découverte, alors pas dans la partie archives de la zone française d'occupation, mais dans les archives de la récupération artistique. La récupération artistique, c'est les services alliés, en l'occurrence les services français, qui étaient chargés de retrouver en territoire allemand et autrichien les biens spoliés en France, en particulier les biens juifs. Et cette carte, c'est une carte qui est assez précoce, elle date de 1945, et donc on voit l'Allemagne en 45. Parce que plus généralement, donc la partie zone française, évidemment la partie en bleu, donc la partie limitrophe des frontières françaises, et puis la partie est, en Länder, donc c'est le Bade, le Württemberg-Hohenzollern, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, et puis le secteur français de Berlin. Et pour l'Autriche, donc deux Landes, le Tyrol avec Innsbruck et le Vorarlberg avec Bregenz, et le secteur français de Vienne. Et alors cette carte, moi je suis vraiment heureux de vous la montrer, parce que comme je vous disais, je la connaissais pas, pour moi elle était vraiment inédite. La deuxième image, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est une carte qui est un petit peu plus courante, qu'on trouve un peu plus souvent dans les ouvrages. On en a profité pour l'éditer dans notre volume. Et puis l'image 3, s'il vous plaît, donc le cadre de classement des archives. Voilà. Là, vous voyez, ça c'est le cadre de classement des archives, donc qui est divisé en 3 parties, mais qui ne sont pas du tout homogènes, ces 3 parties. La première partie, la première colonne à gauche, c'est ce que j'appelais le commissariat général aux affaires allemandes autrichiennes, donc ce lien entre le gouvernement français et puis qui fait le lien entre le gouvernement français et la zone française d'occupation, et qui sont en fait deux séries essentielles, qui ne représentent pas un volume très important, c'est environ 1500 cartons d'archives, mais on va trouver évidemment des archives relatives à la dénazification dans ces séries. Et puis la deuxième colonne, qui est la partie la plus importante, parce que là ce sont les archives proprement de la zone française. Et là on est en dizaines de milliers de cartons, avec la partie en Allemagne et la partie Autriche, et pour l'Allemagne, les différentes grandes directions. Donc pour la zone, la direction des affaires administratives et budgétaires, direction des affaires culturelles, économiques et financières, la direction des affaires judiciaires, les affaires politiques, très important, on va trouver également des archives relatives à la dénazification. Et puis, je passe aux 4 derniers, les séries, ce que j'appelle les séries géographiques, au niveau des délégations provinciales, donc le Bade, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Württemberg-Hohenzollern. Et là, vous voyez que c'est, en fait, on va trouver, je disais tout à l'heure, c'est assez paradoxalement, la dénazification est un des axes importants de la présence alliée en Allemagne, mais on n'a pas de série proprement dénazification. Vous avez des séries
judiciaire, politique. Mais la dénazification, on va trouver les cartons sur la dénazification dans chacune de ces grandes séries et aux différents échelons hiérarchiques de la présence française. Je peux poser une question sur la carte. On peut revenir à la toute première carte, celle que vous venez de découvrir, encore avant. Oui. Voilà, celle-là. Oui. Il y a quand même, depuis l'été 45, puis Potsdam l'été 45, normalement, on considère que les zones qui faisaient partie, qui faisaient partie de l'Allemagne dans ses frontières de 37, ont été déjà quasiment cédées sans l'avoir dit et en disant on fixera la frontière ultérieurement. Et là, ça apparaît comme faisant partie de la zone d'occupation soviétique. C'est ça, oui. On ne prend pas en compte la ligne Oder-Neisse. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, j'étais stupéfait de voir cette carte. Oui. Pour moi, c'était vraiment une découverte et elle est très précoce. Elle date de 45, donc au moment, même avant le stage de l'AMFA, au moment du stage de l'AMFA, en fait, c'est ce fameux stage qui est organisé donc par les pouvoirs publics français, avec des conférenciers. Donc il y a André Siegfried, il y a Edmond Vermeil, pour former les futurs administrateurs. Et je pense que cette carte date de ce moment-là. Oui. Merci, il y aura certainement des questions qui viendront vers vous. Je vais me tourner vers Corinne de France, qui est avec nous en Zoom. Et Corinne de France, donc, comme je l'ai dit en la présentant tout à l'heure, et s'est spécialisée dans l'analyse, l'étude de la dimension de la culture et de l'éducation, enfin du domaine de la culture et de l'éducation dans la politique d'occupation française en Allemagne, qui est un secteur qui a été très investi. Et elle a notamment beaucoup travaillé sur la fondation de l'université Gutenberg de Mayence en mai 1946. Et donc, ça va être l'occasion d'aller maintenant au-delà de cette introduction, au-delà de la présentation de ces fonds, de nous intéresser à des secteurs particuliers en nous demandant s'il y a une spécificité de la dénazification, aux sciences de l'épuration, dans le domaine culturel et universitaire. Alors, ce qui va m'amener peut-être à une question un petit peu en bouquet, là aussi. Quand on crée une université, il ne s'agit pas de prendre, de dénazifier ceux qui sont déjà là, mais que fait-on ? Comment fait-on pour choisir ? Est-ce que c'est la même problématique ? Est-ce que le problème central de trouver du personnel sûr, compétent pour créer cette université, est-ce que ça a conduit à procéder finalement autrement ? Et l'autre question qui va avec, c'est peut-être que nous pouvons aborder cette question-là qui traverse un peu toutes les questions, mais qui est pratique pour ce travail-là, c'est est-ce que ça marchait bien finalement cette épuration ? Quel est le succès lorsque l'on regarde le fait que dans cette université de Mayence, on a dit encore quelques années après que c'était quand même un nid de nazis. Et comment se fait-il qu'on a pu encore recruter des nazis ? Comment était-ce possible ? Merci beaucoup, chère Hélène, pour ces questions. Alors, ça tombe bien parce qu'en fait, je vous parle depuis Mayence. Alors, je ne suis pas à l'université. Vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous parle donc depuis Mayence, donc qui était un des centres de la zone française d'occupation. Alors, la question peut-être à laquelle il faut d'abord apporter une réponse, c'est pourquoi créer une nouvelle université ? Dans la zone qui revient à l'occupant français, il y a en fait déjà 2 universités qui existent, des universités très anciennes, traditionnelles, de grande réputation, qui sont les universités de Fribourg et de Tübingen. Mais donc elles sont toutes les deux dans la partie sud de la zone française, dans le triangle inférieur sur la carte qu'on a vue tout à l'heure. Et dans cette partie donc du Bade sud, du Bade et du Württemberg sud, il y a un peu plus de 2 millions d'habitants, 2 universités, et puis dans toute la partie nord de la zone française, où il y a plus de 3 millions d'habitants, aucune université. Donc les Français ou le gouvernement militaire français estime qu'il faut ouvrir une université sur, on va dire sur le territoire de ce qui sera plus tard le land de Rhénanie-Palatinat pour des raisons géographiques. Ça,
c'est l'argument officiel. En fait, et pour pas rentrer dans des questions, on va dire, de politique territoriale, mais simplement des questions qui nous intéressent de dénazification et rééducation du peuple allemand, le responsable de la politique éducative et culturelle française en Allemagne estime que les universités anciennes, donc Fribourg et Tübingen pour la zone française, sont pratiquement non réformables, qu'elles sont extrêmement conservatrices et qu'on ne va pas arriver à partir de ces établissements d'enseignement supérieur à démocratiser les nouvelles élites allemandes. Et donc qu'il faut, c'est une citation, créer une université nouvelle sur des bases nouvelles. D'où le choix d'ouvrir cette université à Mayence. Alors, effectivement, là, on est confronté à un problème qui est très différent de celui qu'on voit partout ailleurs. Partout, on a des universités existantes qu'il faut dénazifier. Donc, partout, on met à la porte, on suspend, on limoge d'anciens nazis. Comment trouver du personnel démocratiquement fiable, non compromis et qui est apte à aider à la démocratisation de la jeunesse allemande? Donc évidemment, les compétences sont pas extrêmement nombreuses et c'est un véritable défi. Et donc l'ordre des priorités va se retrouver, on va dire, inversé à Mayence. Donc dans cette nouvelle fondation, on aurait pu penser qu'on allait faire complètement l'économie de la dénazification puisqu'il s'agissait de recruter, mais comme on a dû recruter quand même très vite, qu'on n'avait pas toujours, c'est pas parfois qu'on a fermé les yeux, c'est qu'on n'avait pas toujours les informations aussi nécessaires pour recruter les bonnes personnes, ou bien certains avaient réussi à cacher une partie de leur passé, on n'a su que plus tard leur implication dans le régime nazi. Donc on s'est aperçu très vite, au plus tard en 1947, qu'un certain nombre de gros poissons étaient passés à travers les mailles du filet. Et donc, en 1947, il a fallu procéder à une épuration spécifique de cette toute jeune université. Donc, on a à Mayence une inversion complète du processus. D'abord, un processus de recrutement, dont on pourra reparler plus précisément ensuite, et par la suite, un processus de dénazification au sens strict, c'est-à-dire de d'épuration, qui est fait par une chambre propre, une chambre d'épuration propre à l'université. Et là-dessus va se greffer la troisième phase dont Marie-Bénédicte a déjà parlé, puisque dès la fin, enfin même dès 48, très vite, on va voir la réintégration de ceux qui avaient été suspendu quelque temps auparavant. Donc, si on prend le cas de l'université de Mayence, on a une inversion des deux premières phases qui sont ici, dans le cas mayençais, recrutement puis épuration, et puis on a la troisième phase qu'on voit partout ailleurs qui est à l'œuvre, qui est celle de la réintégration. Je vais reposer une question encore peut-être pour préciser, comment se fait-il que ces gros poissons aient réussi à passer à travers les mailles du filet? Est-ce que ce serait possible de préciser un petit peu plus? Est-ce que parce qu'il y avait des réseaux, ou est-ce que on a beaucoup eu recours à ces fameux Persilscheine, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette chose, persil, c'est une marque de lessive. Et donc, on appelait ça donc des lettres qui lavent, voilà, qui lavent de tout soupçon. Est-ce qu'il y avait en partie beaucoup de protection, d'une certaine façon, dans ce milieu universitaire? Alors, peut-être que dans le cas de Mayence, ce sont moins des protections que la nécessité de trouver des compétences. Je vais prendre un cas. Ce qui a été le plus grave à l'université de Mayence a été la faculté de médecine. Or, il fallait des profs de médecine parce qu'ils sont aussi les chefs des cliniques. Donc, la santé de la population locale dépend largement de ces cliniques universitaires et de l'enseignement de la médecine. Et là, le gouvernement militaire, comme les autorités allemandes, ont su qu'il y avait des cas problématiques
mais les ont quand même maintenus, souvent à titre provisoire, c'est-à-dire ils avaient un poste non pas de fonctionnaire à titre définitif, ils étaient éventuellement révocables parce qu'on savait qu'ils avaient été membres du parti nazi, et ça c'est pour les moins graves, mais on a à Mayence le cas de professeurs à la faculté de médecine qui ont un passé SA et même SS, et donc ils sont mis sur la sellette, mais ils sont maintenus au nom d'intérêts sanitaires pour la population. Il est vrai par ailleurs que d'autres ont tenté de camoufler leur implication sous le Troisième Reich, et on a découvert l'appartenance à la SS de certains de ces universitaires plus tard. Et en général, pour ceux qui ont comme ça falsifié leurs documents, il y a eu quand même des sanctions assez sévères. Il y a eu un troisième phénomène assez spécifique à Mayence. Donc, le premier recteur, il faut bien s'imaginer, le recrutement a été particulier parce que, comme il n'y avait pas de faculté constituée, c'est le recteur nommé par les Français et le gouvernement militaire qui lui-même procède aux premières nominations. Donc là, il n'y a pas de proposition par les pairs. Et le premier recteur nommé par les Français, qui était un peu accusé d'être l'homme des Français, a très vite voulu s'émanciper de la tutelle française, montrer son autonomie en autorisant à enseigner des professeurs qui n'étaient pas autorisés par le gouvernement militaire. Et donc, il y a eu un conflit énorme. Et pour lui, passer outre la volonté du gouvernement militaire, c'était une façon de montrer, de prouver son autonomie et qu'il n'était pas l'homme des Français. Donc, on a comme ça des tensions entre occupants et occupés, dont certains ont pu profiter pour rentrer dans le champ de l'université. Merci. Alors, nous allons aborder un autre domaine, un autre secteur avec Jürgen Finger, comme ça a été évoqué au tout début par Marie-Bénédicte Vincent. L'épuration professionnelle, ce domaine est peut-être celui qui a été le moins étudié. Et donc, Jürgen Finger peut nous parler, puisque c'est ce sur quoi il a travaillé, sur l'épuration professionnelle au sein des entreprises et plus généralement du secteur économique, en se penchant en particulier sur les managers. Sur la responsabilité des managers. Et donc la question que je voulais poser, je pense qu'on se la pose à peu près tous, et c'est parce que je sais que la réponse est dans les travaux de Jürgen Finger. On a tous un peu l'image d'Épinal, de l'industriel proche du centre du pouvoir nazi. Or, est-ce vraiment comme ça que ça s'est passé? Est-ce que quand on a dû dénazifier des entreprises, d'abord comment cela fonctionnait-il, et y avait-il des procédures particulières, et puis la question qui va avec, qui poursuit ce qui a été dit par Corinne de France, y a-t-il eu des stratégies de réaction de ceux qui étaient étudiés et examinés face à ces procédures? Voilà, c'était beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre succinctement. Je crois que Hélène Mia Delacroix vient déjà de donner quelques clés pour comprendre comment ça se passe avec les managers, les entrepreneurs allemands, parce qu'il s'agit de déterminer la responsabilité des entrepreneurs. Mais les moyens que la procédure de dénazification propose ne sont pas vraiment adaptés à ce but. Donc je vais parler un peu des défis qui se posent, parce qu'en principe, la procédure est la même que pour les fonctionnaires, que pour les universitaires, même si c'est des procédures qui se déroulent souvent devant des chambres spécifiques, des chambres qui sont installées dans les grandes entreprises, ce qui pose déjà problème. Donc, comment sont d'anciens syndicalistes sont censés juger sur leur propre chef, qui vont rester leur chef. Donc, ça pose déjà problème, évidemment. Donc, je veux parler de 4 défis, à mon avis, fondamentaux. Premièrement, c'est la procédure elle-même et le formulaire. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer avec le formulaire de dénazification? On cherche à montrer la participation politique et la participation, être membre dans une association nazie.
ou même dans le parti nazi. Ça fonctionne très bien pour les fonctionnaires, pour les personnes qui dépendent de l'État, qui reçoivent un salaire de l'État, par exemple, qui en 1933, en grande masse, entre dans le parti. Pour les entrepreneurs, c'est déjà plus difficile. Souvent, ils sont membres d'une association, mais pas nécessairement très actifs. Ils ont autre chose à faire, si j'ose dire. Et il y a un vrai problème de déterminer qui est un nazi et qui est responsable d'actes répréhensibles, disons comme ça. Deuxièmement, on pourrait étudier quels ont été leurs faits. Est-ce qu'ils ont commis un crime, quelque chose qui est répréhensible? Ça aussi, c'est assez difficile à démontrer dans le cadre de ces procédures. Parce que, par exemple, étrangement, le travail forcé n'est pas très présent dans les procédures de dénazification. On ne s'est pas trop intéressé aux questions de travaux forcés. Aux Ostarbeiter, par exemple, ou aux travailleurs forcés français. Les arianisations aussi ne sont pas tellement présents. Il y a beaucoup de lacunes là, peut-être parce qu'il y a une procédure à part. C'est les restitutions, les dommages-intérêts, ça se fait devant des tribunaux spécifiques, souvent avec des concordats amiables. Il n'y a pas vraiment de communication entre les différentes procédures, entre les différents tribunaux. Puis on pourrait se demander, c'est le troisième défi peut-être, qui a profité du national-socialisme. Voilà, comment définir qui a profité? Ça, c'est déjà un grand problème parce que les commissions souvent ne comprennent pas tellement comment fonctionne l'économie de guerre nationale-socialiste. C'est un étrange mélange d'éléments décentralisés. Donc le marché fonctionne en principe, ça reste une économie capitaliste. En même temps, il y a une forte centralisation dans des administrations très spécifiques. Le Vierjahresplan que vous connaissez par exemple, installé par Göring, qui cherche à gérer toute l'économie de guerre allemande. Donc, pour les entrepreneurs, c'est assez facile de dire, voilà, c'était les administrations qui ont donné les ordres, c'était une économie de commando, on était sous les commandes de Göring, sous les commandes des fonctionnaires dans ces administrations. Nous, on a juste fait notre devoir de patriote. Et finalement, il y a une stratégie, vous avez demandé quelles sont les stratégies. L'une des stratégies des entrepreneurs et des managers repose souvent justement de dire, premièrement, il y a les administrations, et là où on a participé dans ces administrations, on a participé parce qu'on est des experts. On est des professionnels, on est des experts techniques, on est des experts pour gérer une entreprise, des managers. On n'a pas participé à cause de quelconque motif politique. Ça, c'est l'une des stratégies les plus répandues chez les managers. Et puis, il y a, pour les grandes entreprises, à mon avis, un quatrième défi, un quatrième problème. Dans la zone française, les grandes concernés allemands sont répandus dans toute l'Allemagne. Dans la zone française, les commissions de dénazification ne savent pas trop ce qui se passe dans la zone britannique, par exemple. J'ai écrit un livre sur Dr. Oetker, dont le siège social est à Bielefeld, donc en zone britannique. À Bielefeld, on ne sait pas ce qui se passe avec les arianisations qu'a fait l'entreprise à Fribourg en zone française d'occupation. On ne sait pas à Bielefeld ce qui se passe à Strasbourg, où Dr. Oetker a une grande usine qui s'appelle Ansel. Ansel, c'est une filiale de Dr. Oetker. Donc il y a plusieurs défis. Pourquoi cette procédure n'est pas tellement adaptée? Et à mon avis, ce qui est très intéressant à voir, c'est que les managers et les entrepreneurs allemands arrivent
dans les années 40, de proposer un récit exculpateur qui fonctionne justement avec ces arguments. On était des spécialistes, des experts, des techniciens, des ingénieurs. Ce qu'on a fait, on l'a fait en tant que patriote. Et ça fonctionne jusque dans les années 80-90, où la donne change. Et je crois que là, on voit comment ces procédures, qui fonctionnent assez bien pour les fonctionnaires, par exemple, ça pose problème pour des groupes professionnels qui ne sont pas tellement liés à l'État que, par exemple, les administrations, les personnes qui sont fortement impliquées dans le parti, dans les associations nazies. Je vais poser une question subsidiaire qui va avec cela. Si je comprends bien, les procédures les critères appliqués dans la procédure de dénazification professionnelle, finalement, ne sont pas tout à fait complètement pertinents pour cette réalité. Alors, maintenant qu'on sait, en tant qu'historien, comment on aurait fait autrement ? Comment aurait-il fallu faire autrement pour vraiment bien épurer cette partie particulière de la population qui, en effet, est beaucoup moins visiblement engagée et responsable, et voire coupable ? Il y a deux réponses possibles. La première, on n'aurait pas pu faire autrement, à mon avis, parce que, voilà, comme j'ai fait une étude sur l'une de ces entreprises, et j'ai parlé avec beaucoup d'autres collègues qui ont fait autant, c'est assez difficile, même si on a accès à tous les documents dans les archives de l'entreprise, de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il y a toujours un problème, notamment dans les grandes entreprises, c'est la responsabilité partagée des gérants. C'est pas si évident de déterminer qui est responsable, parce qu'il y a souvent des procédures de décision décentralisées dans les entreprises. Donc là, il y a un problème. Donc je crois que ça n'aurait pas été possible de regarder de plus près, sauf, et je crois que c'est ça la deuxième réponse peut-être, sauf si on aurait utilisé le manpower, l'expertise des alliés. Finalement, les alliés ont eu leurs propres intérêts. Il y avait les grands procès contre Röchling, contre Krupp, Thyssen et les autres. Ça, c'était des procès qui étaient très importants à gérer. En même temps, les Alliés avaient un certain intérêt que l'économie allemande fonctionne, donc ils n'ont pas vraiment coopéré. Sur Dr. Oetker, il y avait un dossier assez intéressant des Alliés britanniques qui ont très bien compris, eux, comment cette entreprise fonctionne, où est-ce qu'il y a des filiales, qui gèrent les filiales, etc. Mais finalement, ce sont des dossiers qui sont restés secrets. C'était secret défense des alliés britanniques qui n'avaient aucun intérêt de partager leur savoir avec les commissions de dénazification. Donc, merci. Donc, nous avons déjà un panorama assez large. J'ai envie de demander à Sébastien Chauffour de nous donner peut-être un petit peu plus de détails sur le genre de documents qu'on trouve dans les archives, sur leur grande variété, éventuellement pour donner à certains l'envie d'aller les voir, et pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'aller les voir, qu'ils se représentent mieux. À quoi ça ressemble, ces dossiers et ces pièces ? Alors, il va y avoir une grande différence selon un petit peu l'échelon de décisionnel. Alors là, je parle des décisions en termes d'administration française. Donc, c'est sûr que, par exemple, sur pour le commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, par exemple, ou pour la série AP, qui est la série affaires politiques, on va davantage trouver les échanges avec les alliés sur les procédures de dénazification. La question aussi, une des questions importantes, par exemple, c'était la question de la reconnaissance interzone des décisions, c'est-à-dire quand un individu avait été sanctionné dans une zone, il fallait que cette sanction soit reconnue dans les autres zones, par exemple. Il peut y avoir aussi, alors là c'est plutôt au niveau de l'échelon du Land,
il va y avoir tout ce qui est archives relatives aux lois locales de dénazification, par exemple la loi du BAD, de dénazification, les questions d'amnistie aussi, amnistie de la jeunesse par exemple, et puis après à l'échelon du cercle, ou aussi au niveau des dossiers nominatifs, là on va trouver énorme. Alors ça va être, j'allais dire, les dossiers les plus savoureux, les moins administratifs, et là où on a vraiment les procédures individuelles. Et là, alors je vais profiter pour. Et là, on a une certaine hétérogénéité dans nos archives parce que on a une collection très importante pour le land de BAD, de dossiers individuels de dénazification, qui représente 900 cartons d'archives. Pour vous donner une idée, ça représente 230 000 dossiers de dénazification, sachant qu'un dossier, ça peut être un feuillet. Ou ça peut être plusieurs centaines de feuillets pour les personnalités importantes. Et ça, c'est une spécificité du land de BAD où les archives ont été entièrement rapatriées en France. Ça n'a pas été le cas pour les archives du Württemberg-Hohenzollern, enfin les dossiers individuels de dénazification du Württemberg-Hohenzollern. Ça a été un petit peu le cas pour la Rhénanie-Palatinat, mais on va trouver aussi beaucoup de dossiers individuels de Rhénanie-Palatinat dans les archives de Speer et de Koblenz. Et pour le Württemberg-Hohenzollern, c'est un petit peu particulier. Il y avait eu une loi en 1953 pour ce land de Württemberg-Hohenzollern qui autorisait une procédure d'appel contre les sanctions de dénazification. Et cette procédure d'appel, les autorités locales en ont profité pour demander aux autorités françaises à conserver sur place les dossiers individuels pour pouvoir traiter les cas de recours. Et donc, ces archives qui avaient été transférées dès 1953 à Colmar sont repartis en Allemagne, à Ludwigsburg, et sont conservés d'aujourd'hui à Ludwigsburg. Et je reviens un petit peu sur le land de BAD, parce que c'est là où on a donc cette collection la plus importante. Donc ces 230 000 dossiers qui vont d'ailleurs, qui font l'objet en ce moment d'un projet avec le Bade-Württemberg de numérisation, pour que tous ces dossiers soient numérisés et accessibles ensuite en ligne soit sur intranet, soit sur Internet. Et c'est dans ces collections-là qu'on va trouver donc les dossiers individuels. Comme je vous disais, ça peut être un simple feuillet ou alors des choses beaucoup plus étoffées. Et dans les choses beaucoup plus étoffées, on va trouver la justification de la personne, donc son curriculum vitae par exemple. On va pouvoir trouver les témoignages en faveur de la personne. On va pouvoir trouver des interrogatoires de police judiciaire parfois lorsqu'il va y avoir une intervention des Français, ce qui est assez rare quand il y a une intervention directe de la puissance publique française, occupante, et qu'il y a un interrogatoire d'officier de police judiciaire. C'est vraiment, là on arrive à un stade qui est assez rare. Ça va être le cas, par exemple, on en a parlé dans le volume, d'un colonel de Blankenhorn, donc qui dirigeait un musée, le musée militaire du BAD, et qui va faire l'objet donc d'un interrogatoire d'officiers de police judiciaire français. Ça va être le cas aussi de la réalisatrice Leni Riefenstahl. Et donc là, on a l'interrogatoire complet. On va avoir le Meldebogen, le Fragebogen. On va avoir les décisions de la Spruchkammern, et éventuellement les recours faits par la puissance occupante si la puissance occupante s'oppose aux décisions de Spruchkammern. Alors c'est le cas pour Leni Riefenstahl par exemple. Marie-Bénédicte Vincent, est-ce qu'on peut, même s'il y avait une relative hétérogénéité qui a été évoquée, expliquer rapidement, c'était quoi les critères qui étaient pris en compte ? Et question qui va avec, puisque vous avez expliqué que les Français avaient délégué à des Allemands sûrs de faire l'enquête, et puis qu'à la fin du processus, c'était les Français qui décidaient, est-ce que les critères étaient les mêmes ? Donc la question des critères, elle est évidemment fondamentale quand on étudie ces dossiers de dénazification, parce qu'on a face à soi, comme pièce centrale quand même des dossiers, les fameux questionnaires. Et ces fameux questionnaires, donc, comme leur nom l'indique,
procède donc par questions fondées sur le passé donc des individus et sur leurs appartenances associatives et partisanes. Et bien sûr aussi sur le déroulé de leur carrière et leur diplôme. Donc, se pose tout de suite, évidemment, la question donc, des questions qui ont été choisies par les puissances occupantes pour essayer de cibler finalement le niveau de compromission des individus avec le régime national-socialiste. Alors les Français n'ont pas les mêmes questionnaires que les Américains. Les Américains, ils ont des très longs questionnaires, donc ça a été un point qui est bien montré dans le volume collectif, notamment par des collègues qui ont travaillé sur ces questionnaires de dénazification comme source d'histoire. Les Français, ils ont des questionnaires beaucoup plus courts, mais il n'y a pas un seul questionnaire. Il y en a plus d'une vingtaine. Et en plus, pour la zone, et en plus, ces questionnaires, ils évoluent avec le temps. Donc, il n'y a pas un unique questionnaire qui a été imaginé au départ et qui ensuite court jusqu'à 1949-1950. Il y a plusieurs versions de questionnaires. Donc, quand on travaille sur ces questions, il y a des questions qui reviennent toujours. Donc, les dates d'appartenance au parti politique et au parti nazi, évidemment, c'est un critère qui est donc choisi évidemment par tous les alliés, ça va de soi. Mais là aussi, il y a des différences. Ce qui est important pour les alliés, c'est pas tant l'appartenance en tant que telle au parti nazi, parce qu'on a affaire à des millions d'individus. On a dit plus de 8 millions en 1945. C'est la date d'appartenance. À partir de quand on a adhéré. Pour les Français, c'est clairement, est-ce qu'il faut choisir comme date 1933, avec un avant 1933 qui serait les individus les plus compromis, et un après 1933 où on considère qu'il y a des adhésions plus dictées par l'opportunisme, ou est-ce qu'il faut avancer cette date, enfin, ou plutôt l'avancer dans le temps, je veux dire, est-ce qu'on choisit 1937, qui est le moment où, en fait, le parti nazi devient un parti de masse, avec donc une ouverture des vannes et un très grand nombre d'adhésions quasi obligatoires dans un grand nombre d'administrations, notamment dans les ministères. À partir de 1937, si on est dans un ministère à partir d'un certain grade, c'est impossible, pratiquement, de ne pas adhérer. La plupart des gens adhèrent, et s'ils ne sont pas tellement d'accord, ils sont au mieux anwärter, c'est-à-dire postulants, en essayant de reculer la date d'adhésion formelle. Donc est-ce qu'on choisit 1937 comme date ou 1933 ? On n'a pas le même vivier. Voilà. Et donc là, il y a des différences entre les puissances d'occupation. Donc les historiens, les historiennes ont à réfléchir sur comment travailler avec ces questionnaires. Qu'est-ce qu'on cherche au fond ? Comment on les lit ? Étant entendu en plus que ces questionnaires sont fondés sur de l'autodéclaration, c'est-à-dire que ce sont les individus qui répondent eux-mêmes. Et là, évidemment, la question qui arrive tout de suite, c'est on dit ce qu'on veut. On peut dire beaucoup de choses justes et pas justes, puisque dans un contexte quand même de chaos, en 1945, 1946, avec des personnes qui ont beaucoup bougé, des destructions, il y a un certain nombre de personnes qui vont prétendre ne plus avoir chez eux les cartes formelles de parti ou avoir oublié la vraie date et dire bon, je fais de mémoire. Mais de mémoire avec évidemment une option arrangeante. Alors ça maintenant on le sait très bien et c'est d'ailleurs un sujet de recherche de voir toutes les falsifications qui ont pu avoir lieu au moment de remplir ces questionnaires. Et les historiens et les historiennes foncent sur les questions politiques, mais il n'y a pas que les questions politiques, il n'y a pas que la date d'adhésion au parti nazi ou l'occultation de l'adhésion à la SS, on pense tout de suite à ça. Mais il y a plein d'autres manières de falsifier. On peut mentir sur ses diplômes pour trouver un travail. Et ça, c'est peut-être encore plus fréquent. Pour trouver un emploi à la Poste, par exemple en 1945, peut-être qu'on va mentir sur le diplôme qu'on avait avant la guerre, parce que ça permettra d'avoir une meilleure rémunération, un meilleur salaire, et ça c'est précieux, en 1945, 1946, etc. Donc,
c'est un document qui demande une analyse critique, hein, comme tous les documents d'histoire. Mais là, il faut se poser beaucoup de questions quand on a ces documents sous les yeux. C'est la manière dont on les remplit, c'est déjà une question d'histoire. Voilà, comment les individus reconstruisent peut-être une identité après 45. Donc les cas les plus extrêmes, on les connaît, c'est des gens qui changent carrément d'identité. Il y a eu plein de scandales aujourd'hui découverts. Mais il y a des petits niveaux de falsification. Ça, c'est peut-être encore plus intéressant. Comment au quotidien, on s'arrange avec ce document qui est la pièce centrale du dossier dénazification pour reconstruire ou pour rendre possible un métier, pas seulement, hein, parce qu'avoir ce questionnaire de dénazification, c'est aussi pour avoir un logement, c'est une pièce qu'on demande tout le temps, donc il faut pouvoir la fournir. Voilà, donc ça, c'est des questions très intéressantes, méthodologiques un peu, et puis qu'on se pose quand on travaille avec ces documents. Voilà. Merci. Jürgen Finger, justement, puisque là, on a parler des Allemands épurés et puis de ceux qui les observent. Donc Marie-Bénédicte Vincent n'a pas fait beaucoup de différence entre les Allemands et les Français qui procèdent à l'épuration. Mais à l'intérieur d'une entreprise, entre Allemands, est-ce qu'il y a eu aussi une forme de contrôle? Vous avez évoqué tout à l'heure les syndicalistes qui devaient parler de leur patron. Est-ce qu'il y a eu aussi là des tensions, des conflits entre Allemands, avec éventuellement même des dénonciations face à ces phénomènes de camouflage ou de falsification? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre ou c'est finalement très rare? Je dirais que c'est plutôt rare dans les entreprises parce que finalement le personnel dépend des entrepreneurs et des managers. Et dans les cas que je connais, il y a des moments, il y a un nombre très limité de personnes où il y a des dénonciations, où les gens commencent à vraiment oser de parler sur la maltraitance des travailleurs forcés, par exemple. Et c'est souvent le moment où c'est clair que la personne va perdre son poste au management de l'entreprise. Au moment où c'est clair qu'elle ne pourra plus nuire à la carrière de la personne. Il ne faut pas oublier que voilà, les responsables de l'entreprise, normalement, ils restent les responsables de l'entreprise. C'est eux qui embauchent. Donc ça, c'est assez rare, à mon avis. Et je crois que c'est... Pour les entreprises, je voudrais insister là-dessus. Je crois qu'il y a un vrai problème que différentes choses sont traitées par différents tribunaux. Les organisations, il y a des tribunaux pour ça. Les questions de maltraitance des travailleurs forcés, ça peut être devant les tribunaux criminels aussi. Il y a 2 ou 3 autres options et c'est pas forcément la dénazification dont ont peur la plupart des entrepreneurs et des managers, c'est plutôt souvent le contrôle de propriété par les alliés. Parce que ça veut dire qu'il y a un homme, un confident des alliés qui prend pendant 2, 3, 4 ans les décisions dans l'entreprise. Ça leur fait beaucoup plus peur que la dénazification. Corinne de France, vous avez évoqué tout à l'heure le relatif pragmatisme finalement qu'on a pu avoir, au moins pour la faculté de médecine, en considérant qu'il y avait des besoins et qu'on pouvait s'arranger de cette façon. Comment est-ce qu'on peut évaluer la part de ce pragmatisme, pour reprendre un peu, c'est un petit peu proche, le fameux mot que l'on accorde à Adenauer, qui aurait dit quand on a de l'eau sale, quand on n'a que de l'eau sale, on ne la jette pas. Voilà. Est-ce que et donc la question qui va avec, c'est est-ce que comment dire, on a fermé les yeux et on a permis des secondes carrières en sachant finalement qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient plus ou moins compromis, mais parce qu'on avait besoin de leurs compétences, de leur expertise, c'est un des problèmes qu'on a dans les ministères, eh bien on accepte que finalement ils passent à travers ces mailles.
Oui, effectivement. Donc, comme on ne peut pas changer la société, il faut bien faire avec ce qu'on a. Et la question de la réintégration, mais ça, Marie-Bénédicte l'a bien montré dans ses travaux, c'est pas la fin de la dénazification, c'en est une dernière étape. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démocratiser la société sans penser la réintégration de ceux qui ont payé, d'ailleurs en étant écartés ou ayant un statut de révocable pendant un certain temps, sans leur offrir un nouvel avenir. Alors, oui, on a fait avec. Ces personnels qui étaient compromis savaient qu'ils étaient sur la sellette. Ils avaient un statut particulièrement précaire pendant longtemps, et du coup, ils se sont bien tenus. Et on va dire, ils étaient tenus assez fermement en main, tant par les autorités de l'université que par le gouvernement militaire français, parce qu'au moindre écart, ils perdaient leur poste. Donc cela ne s'écartait pas, on va dire, véritablement du chemin. Peut-être parce que la question a été posée tout à l'heure des critères de dénazification à l'université, en plus des fameux questionnaires et de l'appartenance politique. Il y a une chose qui a beaucoup joué, qui est spécifique peut-être à ce milieu des intellectuels et de l'université, c'est l'examen des publications scientifiques. Et on a donc en plus, les universitaires ont longtemps établi ou mis à jour leur liste des publications, et pendant longtemps, sous le Troisième Reich, ont affiché clairement toutes les publications qui allaient dans le sens du régime. Donc on retrouve ces listes, on retrouve ces publications, et l'occupant français apporte une attention particulière à ce qui a été écrit sous le Troisième Reich, et non seulement aux tenants de l'idéologie nazie, mais à tous ceux qui ont été militaristes, pan-germanistes. Donc certains vont être même épurés, alors qu'ils n'ont jamais été membres du parti nazi, mais parce qu'ils ont appelé au militarisme. Donc il y a aussi cette démilitarisation ou déprussification qui est un des critères d'épuration fortement appliqués à l'université. Je ne sais pas si je peux encore rajouter un petit point, c'est le contrôle. On a parlé de la possibilité, évidemment, de falsifier tous ces questionnaires. Mais le gouvernement militaire et les autorités allemandes elles-mêmes, d'ailleurs, avaient la possibilité, et l'ont fait, de procéder à des contrôles. Et très souvent, les 4 occupants d'ailleurs, ont demandé aux archives ce qu'on appelle le Document Center. Les Américains ont récupéré le fichier du parti nazi qui a été mis à Berlin. Et donc régulièrement, les gouvernements militaires ont envoyé des demandes à Berlin pour vérifier l'appartenance de telle personne qui avait effectivement la mémoire qui flanchait et qui ne savait plus à quelle date il était entré au parti ou s'il n'en avait jamais été membre. Donc les Alliés ont un certain nombre de moyens comme ça de vérifier. Pour l'université, qui est un domaine où ça circule beaucoup, c'est-à-dire ceux qui candidatent aux universités de zone française ne sont pas nécessairement des Allemands qui vivaient en zone française. Ils viennent de partout en Allemagne, et même des territoires perdus ou des territoires anciennement annexés, comme l'Alsace ou autres. Et donc les Alliés s'envoient les uns aux autres beaucoup de demandes d'informations. Celui-là était à Greifswald, à l'université. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était à Greifswald, et on demande aux soviétiques, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges d'informations qui passent par là. Et pour ceux qui avaient été en occupation, enfin qui pendant l'occupation de la France avaient été officiers ou avaient été en poste en France, le gouvernement militaire français demande aux services de renseignement en France de procéder à des enquêtes. Donc on le voit pour ceux qui ont été à la Reichsuniversität, c'est-à-dire l'université nazie à Strasbourg entre 41 et 44, mais aussi toujours pour le cas des médecins. Certains médecins ont été officiers de la Wehrmacht stationnés à Lille ou à Bordeaux. Et le gouvernement militaire demande au préfet, aux services de sécurité dans les régions, de faire une enquête sur le comportement de ces gens-là pendant l'occupation en France. Donc, on voit remonter beaucoup d'informations pour vérifier les questionnaires. Je vais en profiter pour ajouter une petite question dont je connais la réponse, mais je ne sais pas si tout le monde la connaît. Comment les occupants français
faisait-il pour faire ce travail? Parlait-il l'allemand? Alors oui, pour comment a été choisi le personnel du gouvernement militaire français en Allemagne. On avait effectivement besoin de personnes parlant l'allemand, ce qui fait qu'on a une surreprésentation au gouvernement militaire des germanistes d'une part, et c'est le cas par exemple de celui qui est le patron des services d'éducation et de la culture du gouvernement militaire français en Allemagne, Raymond Schmittlin, et qui est à la fois un germaniste et alsacien d'origine. Donc on est soit germaniste, soit alsacien ou lorrain, mais parlant l'allemand, et les officiers de contrôle dans les universités, parce que dans les universités de la zone française, il y a des officiers de contrôle, et ils sont systématiquement germanistes, originaires donc des régions où l'on est habitué à une langue germanophone, ou bien même on a avec Falcambourger, Paul Falcambourger à Fribourg, quelqu'un qui est un émigré allemand à l'origine. Voilà. Donc la maîtrise de la langue était un critère pour le gouvernement militaire français, et c'est aussi ce qui le distingue souvent du personnel des gouvernements militaires dans les zones britanniques et américaines. Je crois que les soviétiques ont mis aussi beaucoup de germanistes dans leur gouvernement militaire. Merci. Avant de passer la parole à la salle, parce qu'il y a très certainement des questions, je voudrais poser peut-être une dernière question à Marie-Bénédicte Vincent. Ici, sur le podium, a été évoquée la question de la temporalité. Alors, le temps et le rythme, c'est une question importante pour les historiens. Or, il apparaît dans ce livre, est évoqué l'intérêt décroissant des Alliés pour cette question. Et donc, le fait que les procédures, le travail soit délégué finalement à des Allemands, la question est assez simple, c'est qu'est-ce que ça a changé et est-ce que ça a conduit à plus de clémence? Alors oui, c'est un temps très court, l'épuration au sens strict, c'est-à-dire avant la réintégration. Les Américains et les Soviétiques ont déclaré en 1948 que c'était terminé l'épuration, donc en 3 ans. Et que donc il fallait passer, on entrait dans une autre ère, et ça s'explique évidemment avec l'histoire de la guerre froide. Il y a d'autres priorités qu'épurer. Pour les Français, ils ont suivi, mais un peu pas à regret, mais les Français, ils amnistient moins tôt quand même. Les Américains commencent à amnistier dès 1946. Les premières amnisties américaines, dans la zone américaine, c'est même l'été 1946, décembre 1946. En zone française, il n'y a pas encore d'amnistie à ce moment-là. Donc c'est intéressant de voir ces décalages. On pourrait dire c'est rien du tout, 2 ans, 1 an, mais c'est très important pour comprendre l'esprit qui animait les puissances d'occupation et au moment de l'épuration. Et qu'est-ce que ça change, le fait de confier, donc à partir donc de 1946 pour les Américains, la loi de libération, mars 1946, confier la dénazification à des Allemands à travers les fameuses chambres épuratoires, les Sprachkammern. Ça change que on bascule en fait dans la seconde phase déjà, qui est la phase de réhabilitation, réintégration, puisque les verdicts, enfin c'est pas dit comme ça, une chambre de dénazification, ça vise à évaluer la compromission des individus. Mais si on regarde le résultat statistique, les historiens le savent depuis longtemps, c'est pas une découverte là récente, on voit que massivement les résultats conduisent à la réhabilitation, réintégration de la plupart des individus, très massivement pour la zone américaine. C'est des pourcentages énormes, plus de 80% de réhabilité, donc ça change l'issue. Ça marque un changement de phase à mon avis. Et donc en arrière-plan, ça montre que, à mon avis, que l'épuration n'est plus jugée prioritaire, donc on est rentré dans une autre logique, qui est la reconstruction, parce qu'en face, il y a du danger. C'est la guerre froide. Et en 1948, c'est le blocus de Berlin. Enfin, c'est des grosses crises de guerre froide que tout le monde connaît. Donc, c'est sûr que la dénazification ne paraît plus aussi prioritaire. Voilà. Mais
Bien, merci. Nous avons fait un tour des questions. Nous n'avons pas fait le tour de la question et vous avez très certainement des questions à poser. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un micro. Oui, madame, ici au deuxième rang. Attendez, vous allez avoir un micro. Voilà, qui vous est donné. Bon, moi, je suis née et j'ai grandi en zone d'occupation française. Et ce qui fait que notre première langue étrangère qu'on a appris au lycée quand on avait 10 ans était le français. Et après, au bout d'un an, après je suis partie en France parce que je me sentais comme un poisson dans l'eau, parce qu'en Allemagne, j'étais un enfant malheureux, très malheureux, parce que je ne fais qu'un mètre 50, et j'étais considérée comme un Untermensch. À l'école, on nous mesurait et on nous mettait en gymnastique toujours, en rang, et j'étais toujours la plus petite, la dernière. Et en France, il y avait des grands, des petits, avec des cheveux blonds, des cheveux noirs, et je me sentais comme un poisson dans l'eau en France. En Allemagne, j'étais un enfant. À l'école, j'étais considérée comme un Untermensch. Je ne correspondais pas physiquement à l'idéal nazi. Et les profs avaient tous été marqués. Ils étaient tous dans les Verbindungen, dans les... Alors, ça, c'est aussi un sujet qui ne l'avait pas évoqué, qu'il y avait le parti nazi d'un côté, qui joue un rôle, mais autrement, il y a des corporations qui, dans les académiques, dans les cadres allemands, jouent un rôle absolument énorme, qui en France existe peut-être aux arts et métiers, mais pas à une échelle comme en Allemagne, si vous voulez. Nous, on vivait dans un immeuble, on était 6 familles. Sur les 6 familles, il y en avait 2 qui étaient dans la SA. Et dans ceux qui n'étaient pas entrés dans la SA, je me suis rendu compte que c'était des gens... Il y avait un qui accompagnait ma mère au piano, c'était un musicien, donc il n'avait pas besoin de rentrer dans un parti pour trouver une identité, si vous voulez. Et ceux qui étaient dans les SA, c'était des gens qui, intellectuellement, n'avaient rien d'autre que le parti, au fond. Ils étaient intellectuellement pas... Ils ne trouvaient pas leur propre voix, si vous. Ce sont des choses... Et alors, un autre problème aussi que vous n'avez pas évoqué, quand on a grandi dans cette Allemagne après la guerre, il y avait un nombre énorme de réfugiés qui venaient de l'Est, qui venaient de tout à fait ailleurs et qui ne comprenaient même pas le Pelzig qu'on parlait dans le Palatinat. Ils avaient grandi dans l'Allemagne de l'Est, ils fuyaient devant les Russes. Il y avait un nombre de réfugiés en Allemagne énorme. En 1945, qui complètement changé de région parce que leur région était envahie par les Russes. Donc ils partaient en zone américaine ou en zone française. Merci. Je ne sais pas qui a envie de répondre à cette question. Oui, sur les PDR peut-être, et puis sur la particularité de la zone française, dans l'accueil des réfugiés ou pas. Alors, j'aurais bien aimé répondre à la première partie de la question de la dame, c'est-à-dire sur la question des organisations affiliées au NSDAP, parce qu'effectivement, ça, on va le retrouver quand même dans les Meldebogen et le Fragebogen. C'est un des critères, enfin parmi les autres critères, c'est un des critères de sanctions pour les éléments de dénazification. Et j'en profite pour vous dire, alors là, c'est pareil, au niveau des archives, on a une petite, dans les 230 000 dossiers du BAD dont je parlais tout à l'heure, il se trouve que l'essentiel de ces dossiers concerne le BAD du Sud, parce que les Français sont d'abord arrivés à Karlsruhe, mais après ils se sont repliés dans le BAD du Sud et le nord du BAD a été confié à la puissance occupante américaine. Et il se trouve qu'au moment où les Français sont arrivés donc autour de Karlsruhe, ils ont commencé directement à enquêter sur les populations locales et à rassembler de la documentation sur les populations locales. Et cette documentation, finalement, c'est un petit peu ce que disait Jürgen tout à l'heure, ils vont pas la transmettre aux alliés américains, ils vont la garder pour eux, donc on la retrouve maintenant à la Courneuve. Et cette documentation, c'est uniquement une documentation allemande. Et ça va être l'adhésion au NSDAP et ou aux autres organismes affiliés au NSDAP, notamment tout ce qui est corporation, etc.
Et s'agissant des personnes déplacées et réfugiées, oui, effectivement, ça représentait plusieurs dizaines de milliers de personnes en zone française d'occupation. Et il va y avoir des services spécifiques, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, qui va être la direction des personnes déplacées et réfugiées, qui est une appellation prise auprès des anglo-saxons. Et cette direction des personnes déplacées et réfugiées va avoir à la fois la tâche soit de rapatrier les personnes dans leur pays d'origine, sachant que le pays d'origine a pu changer. On peut avoir des Polonais, des personnes qui sont nées en Pologne, mais la Pologne est devenue russe ou ukrainien, etc. Ou alors, soit de les aider à émigrer dans les pays du Nouveau Monde. Donc, et au jour d'aujourd'hui encore, on a encore beaucoup de temps en temps, on a des demandes des petits-enfants de ces personnes-là, qui sont soit au Brésil, soit en Australie ou au Canada, et qui nous demandent les titres de séjour d'origine et pour prouver la nationalité d'origine de leurs grands-parents au moment où ils sont partis. Et parfois, ils pensent que leurs grands-parents étaient allemands. Ils n'étaient pas du tout allemands, c'était des Polonais ou des Ukrainiens qui étaient en zone française d'occupation en Allemagne et qui sont ensuite partis soit au Brésil, au Canada, etc. La parole est à madame, oui, qui s'était manifestée avant, et puis après, oui. Okay. Pour ces opérations d'épuration, quelle était la proportion du gouvernement militaire, par exemple, ou de personnes occupées à faire ça, pour donner une idée de l'énergie qui était mise à le faire, pour faire ces enquêtes, rassembler ces documents? Précisément, les Français, au début, ils ont fait un choix très pragmatique. Ils ont dit, on va laisser les Allemands constituer les Untersuchungsausschüsse, les comités d'enquête au niveau local. Parce que justement, ils ont tout de suite compris qu'ils n'auraient jamais les moyens humains pour mener ces enquêtes. Donc, les enquêtes étaient menées au niveau local, et avec l'idée assez peut-être pragmatique, d'une part, d'avoir un maximum d'efficacité dans l'information, parce qu'au niveau local, c'est plus difficile de camoufler, de falsifier. C'est ce que disait Jürgen Finger au niveau d'une entreprise. On le retrouve à l'échelon d'un arrondissement, d'un Kreis. Comme tout le monde connaît tout le monde, c'est plus difficile de maquiller ou de mentir. Donc il y a l'idée que l'information est peut-être plus fiable si on se rapproche du terrain. Et en plus, il y a une économie de moyens. Donc, finalement, les services d'épuration, à la manière française, c'est peu de monde. Il y a des contrôleurs français dans les cercles. Donc, dans chaque cercle, il y a un contrôleur français qui donc n'a pas en charge que l'épuration, mais il a un regard sur l'épuration, mais il fait beaucoup d'autres choses. Il contrôle aussi la nomination des fonctionnaires. Par exemple, quand il y a un Landrat, c'est-à-dire le haut fonctionnaire au niveau du Kreis, qui est nommé, eh bien, il y a toujours l'avis du commandant de cercle, puisque c'est son nom, qui est sollicité par le gouvernement militaire, parce que c'est lui qui est sur place et qui donc peut donner un avis sur l'individu. Et pour rejoindre la question précédente, le critère de la maîtrise de la langue française, ça c'est un critère important en 1945-1946. Oui, française. C'est-à-dire que les Français trouvent bien que, par exemple, les Landräte, une sorte de hauts administrateurs au niveau local, comprennent le français. Donc quand on cherche à recruter quelqu'un, ça peut être un plus notable dans un dossier. On le voit très bien dans les archives, c'est noté. Hein. Et en plus, francophile et parlant le français. Et du coup, ça appuie le dossier. Voilà. Je vais poser peut-être là directement une question quand même entre deux à Corinne de France. Dans le domaine de l'éducation et de la culture, on a affaire à combien de personnes qui s'occupent de ces questions? De dénazification proprement dit, c'est difficile à dire parce que c'est pas la fonction première des services d'éducation. Donc là, ma réponse correspond aussi à celle de Marie-Bénédicte. C'est surtout une fonction de contrôle, aussi bien par l'officier de contrôle, enfin on dit officier de liaison, ça dépend des phases, auprès des universités, et ça remonte à tous les niveaux. Le directeur de la grande division de l'éducation publique peut lui-même solliciter des préfets ou des services de sécurité en France d'autres enquêtes complémentaires. Donc on est plus dans le contrôle que dans
que dans le processus d'épuration à la base proprement dit, avec peut-être quand même un cas particulier à nouveau, là, ce dénommé Raymond Schmittlin, qui est le patron de la direction de l'éducation publique. C'est lui-même donc un germaniste, c'est quelqu'un qui a commencé, enfin qui a dans sa vie jusque-là une carrière universitaire, et donc il s'intéresse particulièrement à cette question-là. Et pour ce qui est, mais alors c'est plus du recrutement d'universitaires, il va même aller jusqu'à faire passer lui-même des entretiens. Donc là, on voit une immixtion dans le processus, mais qui est plus pour trouver la bonne personne que pour éliminer le nazi. Et pour prendre un cas qui n'est pas à Mayence, mais que tout le monde connaît, à Fribourg, il y a Heidegger, évidemment, qui est le philosophe que tout le monde a dans le viseur. Et pour savoir véritablement ce qu'il a fait et ce qu'on peut faire avec lui, Schmittlin demande à un de ses collaborateurs, de ses Mitarbeiter, d'aller voir Karl Jaspers à Heidelberg pour demander l'avis de Jaspers, presque comme conseiller du gouvernement militaire sur ce dossier-là. Voilà. Donc un conseil indirect. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. C'était derrière vous, oui. Oui, monsieur. Non. Voilà. Et puis après, ce sera monsieur devant. Est-ce que l'administration française, enfin, la question c'est ce qu'il y en a trace dans les archives, se pose la question des réactions dans ce qui n'est pas encore l'opinion publique, mais ce qui commence à être l'opinion publique allemande, sous quelle forme, et est-ce qu'elle tient compte éventuellement de ces réactions? Et dans ce qui commence à être publié en allemand, presse et autres, on trouve des prises de position, des réactions par rapport à la politique d'épuration. Alors oui, la puissance occupante, elle est très soucieuse de cette question de l'opinion publique. Et il va y avoir des rapports spécifiques dessus qui sont adressés par les délégués provinciaux à Émile Lafon. Émile Lafon, c'est l'adjoint du commandant en chef, précisément, et donc qui porte sur notamment le fait que la population allemande perçoit bien le fait que la dénazification se fasse par les Allemands eux-mêmes, c'est-à-dire par les Francamann. Donc d'un côté, et puis après, toujours Émile Lafon va demander à ses services de s'abonner à Paris à l'Argus de la presse pour savoir ce que les Français disent des procédures de la dénazification en Allemagne. Alors là, on est d'un côté, enfin le pays a été occupé, donc la presse française considère que la puissance occupante française n'en fait pas assez, que certains hauts fonctionnaires, militaires ou hauts fonctionnaires français sont entourés d'anciens vichistes. On dénonce beaucoup l'attitude de Bétoir, par exemple, injustement. Hein, mais donc il y a tout un souci de la puissance occupante sur cette question de l'opinion, tout à fait. Alors oui, la question de l'opinion, c'est vraiment passionnant. À l'échelle du cercle, pour changer d'échelle, c'est j'allais dire, c'est le travail du commandant de cercle de se tenir toujours informé de ce que pensent les gens. Alors ça, on a une trace dans les archives, c'est qu'il doit rendre des rapports sur la Stimmung, l'opinion de la population. Alors dans les archives, c'est un peu un biais parce que lui, il doit rendre des comptes à sa hiérarchie. Donc il a plutôt intérêt à montrer que les choses se passent bien, mais bon, si les choses se passent mal, il doit quand même le dire. Donc il est un peu à l'affût des rumeurs, et ça, on le voit très bien dans les sources. Hein. Ça fait partie des choses qu'il rapporte. On a dit que, et j'ai entendu que, et on est venu me dire que tel individu. Donc c'est un petit peu ragot, mais ça intéresse le gouvernement militaire. Et du coup, il y a aussi un travail un peu d'écoute de ce qui se dit, et puis quelquefois ça va plus loin, c'est-à-dire il y a un peu
je dirais, un travail un peu pédagogique qui est fait, avec forcément les limites de ce que ça peut représenter. Puis quand on a un occupant qui veut expliquer que les décisions sont justes et bonnes et que le quotidien n'est pas forcément rose, puisque c'est là la difficulté aussi de la perception de la dénazification, c'est que c'est perçu comme une mesure de la puissance occupante à l'intérieur d'un plus vaste ensemble de mesures qui portent sur le ravitaillement, les réquisitions éventuelles. Donc ça crée beaucoup de mécontentement. Et donc la dénazification, enfin l'épuration, peut faire partie d'un rejet plus global de la politique d'occupation, comme l'a bien expliqué Rainer Udemann, qui a conclu d'ailleurs le volume. Ça permet de le mentionner et de souligner son travail très important pour l'histoire de la zone française d'occupation. Il a bien montré qu'en fait, pour les gens, à l'époque, ce qui compte, c'est le quotidien et les difficultés matérielles, et notamment les difficultés de ravitaillement en 1945-1946, et que tout est lu au prisme de ces difficultés-là. Voilà. Avant de prendre une autre question dans la salle, je voudrais poser une des questions qui nous sont posées à distance par ceux qui nous écoutent et qui veulent participer. Donc il y a plusieurs questions. Je vais en choisir une pour rebondir sur la remarque qui a été faite il y a quelques instants sur le fait que les Français, les occupants français, finalement considéraient comme très positif de trouver en Allemagne des interlocuteurs francophones, enfin qui soient capables de parler le français. Et donc je lis la question. Justement, est-ce que l'avantage des francophones, donc des Allemands francophones, ne permettait pas de camoufler un passé nazi, puisque cela favorisait les soldats ou officiers ayant été stationnés en France pendant l'occupation? Est-ce que c'est une remarque pertinente, ou est-ce que ce n'a pas été tellement le cas? Est-ce que cette question a été rencontrée? Bon, le problème de départ, c'est qu'il y a un vivier très mince, en fait, d'individus qui sont légitimes du point de vue politique. Donc, en gros, il y a soit les anti-nazis au sens des opposants au régime nazi, mais c'est un vivier mince, soit il y a les persécutés, les victimes. Et là, il y a un vivier potentiellement plus large, évidemment. C'est ça, les personnes les plus légitimes en 1945 pour occuper des fonctions dans l'après-nazisme. Comme c'est un vivier qui est mince, il n'y a pas assez de personnes, en fait, pour combler tous les postes à pourvoir. Donc, il va falloir trouver d'autres critères. Donc, on va retrouver le fameux critère de la compétence. Bon, il a un passé un peu brun, mais il est très compétent. C'est un expert pour différents sujets. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant et d'important pour la suite. Et puis, on peut rajouter des critères comme... Et en plus, il parle français, ou il a appris le français à l'école. Donc je ne dirais pas que c'est le critère principal. Ça fait partie du faisceau de critères qui permet de justifier que quelqu'un qui ne serait pas évident au premier abord. C'est comme ça que c'est présenté dans les sources. Ou alors, il y a l'ancrage régional. Ça, c'est un critère important. Quand on cherche à recruter un administrateur, on dit, finalement, il connaît très bien la région. C'est une région rurale et catholique, par exemple, le Württemberg-Hohenzollern. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien ses administrés. Et en plus, il est francophile. Et après, on regarde un petit peu moins. Je crois qu'il y a Corinne. Voilà. Oui, on va donner la parole à Corinne de France, qui veut ajouter quelque chose pour répondre à cette question. Oui, effectivement, il y a la question de peut-être plus que des francophones, la question de la francophilie. Et ça joue un grand rôle dans le recrutement à l'université de Mayence. C'est-à-dire que les Français se souviennent qu'ils ont noué un certain nombre de liens d'amitié avec des catholiques, souvent dans cette région dans l'après-Première Guerre mondiale, et ils reprennent contact avec des cercles francophiles, pas nécessairement séparatistes d'ailleurs, mais qui avaient été francophiles et avec lesquels il y avait eu une assez bonne entente dans les années 20. Et on aura 2 ou 3 professeurs qui vont être recrutés à Mayence, qui font partie véritablement de ce milieu rhénan, francophile et très catholique. Et on ne peut pas dire que le recrutement de l'université de Mayence va être majoritairement un recrutement catholique, mais c'est assez vrai pour le séminaire d'histoire de la faculté des lettres. Monsieur voulait poser une question? Oui, attendez, le micro arrive, voilà. Oui, moi je voulais demander si on pouvait revoir une seconde la carte numéro 3. Vous savez, la grande carte de la main, parce que j'ai une question à vous poser.
à M. Chauffour si c'était possible. Et la deuxième question, c'est de savoir quelle était la décision la plus sévère que l'on prenait. Et lorsqu'on prenait cette décision sévère, est-ce que les gens protestaient, demandaient à retourner voir une autre instance pour discuter, pour essayer d'obtenir quelque chose? Voilà. Parce qu'au fond, moi je ne sais pas quelle était la décision la plus sévère. Alors, donc déjà une réponse à cette question-là, et puis après nous aurons la question sur la carte. Jürgen Finger? Non. Sur la carte, oui, on n'a pas encore la carte. On n'a pas encore la carte. La voir. C'est la carte numéro 1, en fait, c'est la carte en couleur. L'image 1. Voilà, c'est ça. Redonnez le micro à monsieur. La question que je me suis posée, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la zone américaine qui se trouve englobée dans la zone anglaise, tout en haut de la carte. Tout en haut de la carte, on retrouve du jaune, donc il y a eu des ports qui donnaient sur la mer du Nord, qui ont été administrés par les Américains, ou alors je n'arrive pas bien... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que vous avez du jaune, tout à fait. C'est en dessous de Hambourg, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça ? C'est entre Brême et Hambourg ? C'est assez... Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais peut-être que vous avez la réponse. Est-ce que c'est peut-être en lien avec Flensburg, non Ah non, Flensburg n'est pas là. Non, Flensburg n'est pas là. Flensburg est beaucoup plus au nord. Mais on a l'impression qu'il y a une partie... Oui, tout à fait, ouais. Alors, on va déjà avoir une réponse de Jürgen Finger, et éventuellement d'Henri Ménudier qui veut... Pardon. Jürgen Finger va répondre, et après peut-être compléter par Henri Ménudier qui a l'air de vouloir compléter quelque chose. Donc ça va très vite, c'est Brême, parce que c'est géré par les Américains, parce qu'ils ont justement besoin d'un port à la mer du Nord. Mais j'ai l'impression que c'est trop grand. C'est justement la ville de Brême, le land de Brême qui est sous contrôle américain. Micro. Je vais tout à fait dans ce sens-là, c'est ça, parce que les Américains avaient besoin d'un port franc pour débarquer tout le matériel qu'ils apportaient en Allemagne ou en Europe. Parce que sinon, ils étaient en zone britannique et il y aurait eu des histoires de droits, de douane, etc. à payer. Donc, pour éviter ce problème-là, on a créé la zone franche de Brême. C'est ce qui explique aussi qu'après, Brême et son arrière-pays soient devenus un land à part. J'en profite peut-être pour poser une question. Est-ce que dans les archives, vous avez des dossiers de dénonciation ? C'est-à-dire des gens qui disent « Ah, il y a telle personne qui se camoufle actuellement, mais qui a joué un rôle important sous le Troisième Reich », comme on a eu ça, si vous voulez, pendant l'occupation, où il y a eu aussi énormément de lettres de dénonciation. Non, mais écoutez, dans les dossiers, j'en ai pas du tout trouvé. Et d'ailleurs, c'est un des éléments dont je voulais parler. Mais il me semble qu'il y a une des difficultés. Alors, quand il y a les Français qui interviennent dans le cadre d'un dossier individuel, et ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rare, hein, qu'il faut que soit la personne ait joué un rôle important dans l'organisme nazi, soit elle fait l'objet d'une campagne de presse. C'était le cas pour Riefenstahl, par exemple. J'ai le sentiment que les Français ont du mal à charger la personne, c'est-à-dire à trouver des éléments à charge. C'était vraiment le cas pour Riefenstahl, où ils n'arrivent pas à trouver d'éléments qui puissent sur son engagement auprès du Reich, par exemple. Mais pour les éléments de dénonciation, non, je n'en ai pas trouvé. Alors, la question sur les sanctions. Qui de vous deux préférerait répondre ? Je peux juste répondre sur la question dans la vision des entrepreneurs, des managers. Normalement, d'habitude, il s'agit des amendes, d'avoir une interdiction de profession pendant un certain temps, donc ce qui peut être assez gênant à la fin des années 40. En principe, ça peut aller jusqu'à perdre le contrôle, perdre la propriété de l'entreprise, mais ça c'est assez rare.
Souvent, il y a des gérants, des administrateurs alliés. Ça, c'est déjà un grand ennui dans la perspective des entrepreneurs. Mais perdre la propriété, ça, c'est... Moi, je ne connais pas de cas personnellement. Alors pour la fonction publique, c'est la sanction la plus grave. Là, je ne parle pas des sanctions judiciaires, hein, parce que dans l'épuration, les sanctions les plus graves, c'est dans l'ordre judiciaire. Mais si on reste dans l'épuration vraiment administrative, dans la fonction publique, le plus grave, c'est d'être exclu de la fonction publique. Mais exclu, pas seulement perdre son emploi, mais perdre ses droits à la retraite, les droits relatifs à l'appartenance à la fonction publique. Donc ça, c'est dramatique. Ensuite, les sanctions moins graves, ça peut être des salaires, enfin des traitements dans le cas des fonctionnaires qui sont réduits. Alors on change d'échelon, on est rétrogradé. Et en zone française, on a pu aussi employer des hauts fonctionnaires ou des moyens fonctionnaires dans des tâches dites ordinaires. C'est-à-dire avec donc, perte de responsabilité, perte de signature sur un certain nombre de dossiers, et puis perte de traitement. Et ça, c'est des sanctions graves. Et puis sinon, il y a les amendes qui ont été évoquées voilà, dans la fonction publique. Ouais. Les gens... Oui, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, très vite, les gens font appel. Il y a une possibilité de recours. Et c'est ça qui conduit, en fait, à l'adoucissement ou au retour en arrière des sanctions les plus sévères. Et c'est pour ça qu'il y a eu, à terme, même une réintégration d'un certain nombre de personnes qui avaient été initialement évincées des services publics. C'est ça, finalement, c'est dans le deuxième temps, le temps du recours, de l'appel, que les sanctions initiales sont amoindries, voire annulées. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, la réintégration. Donc, c'est la possibilité qui a été donnée de rejuger les cas. Mais comme il a fallu du temps pour instruire 2 fois le dossier, on arrive dans des phases chronologiques où ça devient normal, enfin, ou habituel. Voilà, quand un dossier est rejugé en 1949 ou en 1950, oui, les sanctions initiales sont annulées. Donc... Je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore un volet justice criminelle aussi. Mais ça s'applique à des personnes qui ont commis des crimes. Évidemment, si vous avez commis un crime, il y aura un procès devant un tribunal, normalement devant un tribunal allemand, selon le code pénal allemand. Et ce sont souvent des petits nazis plutôt, mais qui ont participé à des violences, même à des meurtres, notamment en 1933-1934, au début du régime nazi, ou en 1938, pendant la Reichskristallnacht, donc la persécution des Juifs, notamment en 1938. Là, il y a un volet criminel assez important à la fin des années 40, mais là aussi, voilà, ça reste souvent des cas, ça reste dans le cadre régional ou local souvent. C'est pas les grands criminels qu'on va trouver là. C'est un peu également le problème que Marie-Bénédicte Vincent vient de mentionner. Autant plus que ça dure, voilà, ça devient un peu, comment dire, il y a les personnes qui font appel, c'est souvent les personnes avec une responsabilité assez grande, et eux, ils reçoivent des jugements assez, comment dire en français, assez weich, assez... assez doux, clément, voilà. Et ça aussi joue sur la légitimité de toute cette procédure. Hein. Die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Je ne sais pas comment traduire ça en français. En français, on dit que ce sont les lampistes qui prennent. Voilà. Je vais intercaler une question qui est par Internet. Qui peut-être s'adresserait à Sébastien Chauffour. Il y a une question qui dit « Comment les générations suivantes, enfants et petits-enfants, vivent-ils après que les noms de leurs ancêtres soient marqués au fer rouge ?» Alors je compléterai la question peut-être en disant quelle est la part dans la consultation des archives, dans la demande de consultation, de descendants qui peuvent être victimes ou qui peuvent être, en effet, comme la question est soulevée là,
des enfants, descendants, petits-enfants de dénazifier. Et quel est le type de demande à ce moment-là ? Alors, les demandes c'est des demandes de dossiers individuels généralement qui nous parviennent, et ces demandes de dossiers individuels, elles concernent, comme je vous le disais, cette collection de dossiers du land de Bade, du sud de Bade. Et là, on a les demandes, elles nous arrivent toutes les semaines en fait. Donc ça doit être de l'ordre de 1 à 3 demandes par semaine, par exemple, ce qui est assez important. Donc effectivement, et ces demandes, je vais dire pour 15 à 20%, ça va être des historiens, des chercheurs qui veulent avoir des informations dans le cadre de leurs travaux, et 80%, ça va être effectivement les descendants qui veulent avoir des informations sur le grand-père, l'arrière-grand-père. Alors, j'ai pas vous savez qu'on échange avec les personnes par mail, on envoie les dossiers, on scanne les dossiers, on les envoie. On a des fois quelques retours. Mais c'est l'un des derniers retours que j'ai eu, par exemple, c'était une personne pour qui le grand-père avait eu une fonction importante dans le parti, et il souhaitait faire la lumière là-dessus, et j'avais l'impression qu'il était assez à l'aise avec le fait que son grand-père avait été condamné, qu'il considérait ça juste, et voilà. Il n'y avait pas de contestation par rapport à ce que les Français avaient décidé en 1945. Très bien. Ah, zut, alors c'est quand on arrive au bout qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alors peut-être monsieur en bleu, puisqu'il y a déjà eu la possibilité de poser une question. Voilà. Et je pense que ce sera la dernière question. D'accord. Oui, je voudrais juste demander, à cette époque, a aussi commencé la préparation des constitutions de la République fédérale d'Allemagne, la loi fondamentale, et les partis se sont constitués. Est-ce que il y avait aussi une attention de la part de la France à cette activité, parce qu'il y avait beaucoup plus tard l'affaire avec Kissinger, avec le gifle... Kiesinger, oui. Kiesinger avec le gifle, etc., qui a fait beaucoup de remous. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette constitution de l'Allemagne et de la nouvelle démocratie en Allemagne et les activités d'épuration? Qui veut répondre à ça? Est-ce que Corinne de France veut répondre à cette question? Sur le lien, alors si je reformule, si j'ai bien compris, le lien entre le travail d'épuration, de dénazification et la dimension de réforme, de rééducation et de constitution d'un État, d'un ordre démocratique ancré dans la Constitution, dans la Grundgesetz, dans le cadre du Conseil parlementaire entre 48 et 49. Je ne suis pas très sûre d'avoir une compétence particulière pour répondre à cette question, mais il va de soi que dans un système démocratique, la possibilité de la réintégration doit être envisagée et qu'une deuxième chance doit être donnée. Donc, et même dans les dirigeants de la jeune République fédérale d'Allemagne, on va trouver un certain nombre de personnes qui ont eu, à des degrés divers, même si ce n'est pas un degré élevé, mais qui ont pu avoir des compromissions avec le régime nazi. Ce n'était peut-être pas un objet de scandale dans les années 50, tandis que dans les années 60, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup choqué la nouvelle génération, puisque je dois rappeler que le chancelier a été giflé par une personne d'origine allemande en France. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup choqué la nouvelle génération et qui est assez peut-être typique de ce conflit de génération qu'on a l'habitude de mettre en avant quand on parle de l'histoire allemande dans les années 60 et 70.
Merci. Je crois que nous sommes arrivés au bout de ce débat et pas du tout au bout de la question, puisque comme vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dépouiller et beaucoup de questions à soulever. C'est une question d'histoire. Merci d'avoir été aussi attentif et d'avoir participé. Ce n'est pas qu'une question d'histoire, c'est une question de mémoire aussi, comme cela a été dit en passant. On sait bien que quand les historiens peuvent aider à poser des faits, ils peuvent aider à ce qu'une société ait une mémoire peut-être plus exacte et plus juste, et qu'on en tire quelque chose. Parmi les autres questions que je n'ai pas évoquées, il y a comment peut-on faire pour éviter que ça recommence. Voilà, je pense que c'est cette question à laquelle nous n'avons pas de réponse, avec laquelle on terminera. Je conseille à tous donc de vous intéresser à ce livre. Nous n'avons parlé que de certains aspects. Nous n'avons pas fait le tour de la question. Le livre n'arrive pas non plus même à faire le tour de la question. On pourrait faire encore plus, mais on y trouve beaucoup de détails sur les dimensions, les procédures de la dénazification, les sources bien sûr, et puis les secondes carrières. Donc je souhaite à tous une bonne soirée, et je pense qu'au nom de nous tous et à Mayence de Corinne de France, nous remercions comme toujours Christiane Duyssen pour son accueil et qui permet malgré tout de continuer à faire ce qui est une des missions que fait tellement bien la Maison de l'Allemagne, c'est-à-dire l'échange et les questions, les réponses, et que tout le monde parte avec quelque chose qu'il a appris et qu'il emporte avec lui. Voilà.